Alors, à ma gauche, à l'extrême gauche. Mais bon, tout le monde est à gauche ici. Attention. François Jacquard, qui est à la fois notre conseiller régional et le secrétaire départemental du Parti communiste. Il est aussi un local de l'étape puisqu'il est de Pourchère. Quoique encore Pourchère, c'est de l'autre côté de l'Esquinay. Enfin. Ensuite, nous avons Éric Bocquet, qui est membre de la commission des finances au Sénat, qui a présenté en juillet 2012 le rapport d'information l'évasion fiscale internationale, et si on arrêtait. Ça, il a fait pour la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France. Puis en octobre 2013, le rapport évasion des capitaux et finances, mieux connaître pour mieux combattre. Il a fait une enquête sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l'évasion des ressources financières et les conséquences fiscales. À côté de moi, Alain Bocquet, qui est membre de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, qui a présenté en octobre 2013 le rapport de la mission d'information lutte contre les paradis fiscaux si on passait des paroles aux actes. Je précise que la situation géographique d'Alain est un peu ambiguë puisqu'il est dans une maison à Aspergeoc depuis 25 ans. Il est hors des choix par intermittence. C'est un migrant de l'intérieur, migrant touristique. Mais bon, pour le qualifier, c'est difficile. Les rapports sur l'évasion fiscale, sur la fraude fiscale, sont très nombreux. D'ailleurs, dans leur livre, ils en parlent. Et beaucoup de gens ont contribué, le comité contre la faim, le comité catholique contre la faim dans le monde, les ONG, des gens d'horizons très divers, Eva Joly, Éric de Montgolfier, Alain Barnier, Michel Barnier, pardon. Vous voyez, c'est des gens d'horizons très divers. Mais ce qui est de bien avec eux, ce qui est peut-être un peu plus original, c'est qu'ils donnent des clés pour comprendre et ils donnent des pistes pour mettre fin à ce crime organisé. Leurs rapports, c'est ça qui est intéressant, ont été approuvés à l'Assemblée et au Sénat. Ce qui veut dire que tous les élus connaissent bien le problème et que maintenant, il ne leur manque plus que le courage politique pour agir. Car n'oublions pas que ce sont les députés et les sénateurs qui votent les lois. Donc si on veut, on peut. Le mérite des frères Bocquet, outre le travail énorme qu'ils ont accompli, et ils n'ont pas accompli tout seuls, c'est de le populariser. Ils ont popularisé leur travail, et il faut dire quand même qu'ils en sont à peu près à leur 50e réunion. Donc s'il y a autant de monde et de plus en plus chaque fois, le rapport de force va s'établir dans le pays. Il faut que la population sache et fasse pression sur les gouvernements. Et puis je voudrais quand même donner mon avis, mon sentiment de lecteur. Je trouve que c'est un livre dur, intense. J'ai mis du temps à le digérer. J'étais bien obligé de le lire pour moi. Mais quand on le lit, quand on voit tous ces détournements de fonds, la complicité entre les financiers, la mafia, les trafics en tout genre, on croit lire un roman policier, mais un roman très noir. Mais un roman policier, c'est de la fiction. Alors que là, il y a des réalités qui font froid dans le dos. Un roman policier, c'est l'auteur qui imagine la suite. Alors que là, c'est nous tous qui trouverons une fin heureuse à tout ça, pour arrêter la criminalité. Enfin, avant de céder le micro, je vais dire quelques précisions sur la suite, parce qu'après, à la fin, personne n'écoute. Alors, les frères vont nous faire une intervention chacun d'un quart d'heure. De toute façon, je vous couperai le son. Après, on fera le débat dans la salle. Et puis, à la fin de la soirée, quand le débat sera fini, vous aurez le temps de lire les panneaux, qui sont très intéressants. Le temps, ceux qui veulent, d'aller faire dédicacer les livres. Et puis surtout, le temps de boire le verre de l'amitié tous ensemble. J'ajoute que, traditionnellement, quand il y a des soirées comme ça, on fait appel au peuple pour nous aider. Mais là, c'est mieux. On vous demande d'investir dans la lutte contre l'évasion fiscale. Donc, ce ne sont pas des... On a mis quelques boîtes, c'est pas aidez-nous, c'est investissez. Et j'espère que le retour sur investissement sera bien fait. Et merci de l'invitation ce soir à Aubenas, très content d'être parmi vous pour effectivement évoquer ce magnifique sujet de l'évasion fiscale. Effectivement, ce livre, ça vient d'être rappelé, c'est 4 années de travail en fait. Les 2 commissions d'enquête au Sénat qui ont été évoquées, la mission d'information qu'Alain a faite à l'Assemblée nationale, et puis le livre proprement dit, c'est 18 mois de travail, de rencontres, d'auditions, d'interviews, d'écriture, etc. Donc travail conséquent et qu'on a voulu effectivement rendre accessible, pédagogique, à partir des informations, la foule d'informations qu'on a pu collecter
grâce au travail parlementaire. Je veux le dire parce qu'aujourd'hui, il est de bon ton de dénigrer les élus, etc. À quoi servent les élus? Les élus, ça peut aussi servir à ça. Et le Sénat et l'Assemblée nationale ont donné les moyens que ce travail puisse se mener dans de très bonnes conditions. Alors, une commission d'enquête, c'est un vrai outil d'investigation efficace. Parce que j'étais nommé rapporteur d'une commission d'enquête parce que c'est notre groupe au Sénat qui a proposé la création de cette commission d'enquête. Chaque année, les groupes parlementaires ont ce qu'on appelle le droit de tirage. Et dans ce cadre-là, peuvent proposer une fois par an la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information sur un sujet qui les intéresse. Il y avait eu une commission d'enquête, si vous vous souvenez, sur le Mediator, par exemple. Eh bien, nous avons choisi, en 2012, de mettre en place une commission d'enquête sur l'évasion fiscale internationale. L'objectif qu'on s'était donné, il était double. Pourquoi on a choisi ce sujet? D'abord, c'était de tordre le cou à l'idée selon laquelle il n'y aurait plus d'argent dans ces sociétés, dans ce monde, pour répondre aux besoins de l'humanité, en matière de santé, d'éducation, de logement, de retraite, enfin, tout ce qui fait qu'un monde est civilisé. Ça, c'était le premier objectif. Et je veux dire qu'on n'a pas été déçus, on va en parler après. Et le deuxième objectif, c'était aussi de démontrer que les fraudeurs ne sont pas ceux qu'on nous désigne régulièrement dans les médias, ceux qui fraudent au RSA, aux allocations, etc. Alors oui, ça existe, effectivement, ça existe, ça coûte quelques centaines de millions d'euros par an. Mais bon, quand on a 470 € pour ne pas mourir de faim, bon, voilà, on peut imaginer que. Et donc, l'évasion fiscale, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles, on va le voir. Donc, un vrai outil d'investigation, parce que les personnes que nous auditionnons sont obligées de se présenter devant la commission d'enquête sénatoriale. Et quand les personnes en question témoignent, elles le font sous serment. Le président de la commission d'enquête fait lever la personne, lui fait jurer en levant la main droite de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, comme au tribunal. Autrement dit, si la personne était parjure, si on découvrait dans les années qui suivent qu'il y a eu mensonge, eh bien, elle serait passible de poursuites et financières et de peine d'emprisonnement également. Donc c'est vraiment quelque chose d'efficace et de sérieux. Alors, on a eu donc 2 fois 6 mois de travaux, puisque une commission d'enquête existe pendant 6 mois. On a donc auditionné tous les services de Bercy, et ils sont nombreux à travailler sur le sujet. On a auditionné des syndicalistes, des ONG, je pense à CCFD Terre Solidaire, effectivement, qui mène un travail de fond sur le sujet avec beaucoup d'expertise depuis une quinzaine d'années. Des journalistes d'investigation, des auteurs, des économistes. Donc autant de gens qu'on a pu entendre, des petits bonheurs parfois quand même, quand on interroge le PDG de la BNP Paribas ou Madame Parisot qui lève la main droite en disant de jurer de toute la vérité, c'est des petits moments de bonheur, mais ça dure quelques secondes, mais quand même ça fait partie du jeu. Et puis on a fait quelques déplacements aussi, déplacements qui ont été très soucieux de deniers de la République, puisqu'on n'était pas allé aux Bahamas, aux Bermudes, aux îles Caïmans, on aurait pu, mais on est allé en Belgique, en Suisse, à Jersey et à Londres. Mais c'était suffisamment éloquent pour comprendre les mécanismes à l'œuvre. Donc on a auditionné 130 personnes à peu près, ça représente 80 heures d'audition, et au bout de ces travaux, on publie un rapport, on rédige un rapport, effectivement, qui est soumis au vote de l'ensemble des membres de la commission d'enquête, qui représente toutes les sensibilités du Sénat à proportion de ce que chacun représente dans l'hémicycle. Et le rapport, ça a été dit, a été voté à l'unanimité des membres de la commission d'enquête. Ce qui n'est pas rien, c'est pas pour la gloriole, mais c'est un bel outil qui montre bien que ce sujet, au-delà des sensibilités et des choix économiques des uns ou des autres, ne peut pas être approuvé, validé et justifié par l'ensemble des responsables politiques élus de tous bords. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, on a fait 3 constats essentiellement à l'issue de ces travaux. Le premier constat, évidemment, ce sont les chiffres. Alors, on ne va pas vous assommer de chiffres, mais il faut quand même passer un peu par là pour mesurer l'ampleur du phénomène. On n'est pas dans un épiphénomène, on n'est pas dans un dysfonctionnement de l'économie. L'évasion fiscale, chaque année, coûte à la France entre 60 et 80 milliards d'euros. Alors, pour resituer dans l'ensemble du budget de la République, le budget de la République cette année, 2016, c'est 300 milliards d'euros en recettes et 374 milliards d'euros en dépenses. Donc on comprend tout de suite qu'il y a un déficit de 74 milliards, et 74 milliards, c'est exactement au milieu de la fourchette 60-80 milliards d'euros. Alors,
Quand on dit ça, on n'a rien réglé. On ne va pas juguler l'évasion fiscale en 6 mois, ni même en 2 ans. Mais imaginez qu'on maîtrise l'évasion fiscale, eh bien, il n'y a plus de déficit. Et donc, quand on dit qu'il n'y a plus de déficit, on change la donne. On peut se projeter vers l'avenir. On n'est plus à nous imposer l'austérité à perpétuité. On y reviendra tout à l'heure avec cette histoire de dette. Donc ça, c'est le premier constat pour la France. Alors, on nous dit parfois, oui, mais quand même, en France, la fiscalité est un peu excessive, elle est délirante, elle est matraquante, elle est dissuasive. Et quand on regarde les chiffres dans l'ensemble de l'Union européenne, les 28 États membres de l'Union européenne, ça représente un manque à gagner de 1000 milliards d'euros pour les 28 États de l'Union. Donc la France, 60-80. Donc tous les autres États, sans exception, sont touchés par ce phénomène. L'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, etc., etc. Donc le phénomène est très très massif en Europe. Et pas seulement en Europe, c'est aussi un phénomène planétaire, on l'a bien compris. Et les scandales récents qui se sont révélés l'ont bien illustré, à force d'exemples. Il est estimé, il y a un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman, qui enseigne à l'Université de Londres, qui a fait une étude très sérieuse, reconnue par ses pairs sur le sujet, et qui estime que 8% de la richesse mondiale est gérée dans les paradis fiscaux dans le monde. Alors 8% de la richesse mondiale, ça fait 5800 milliards de dollars. Hein, chaque année, le monde entier produit 75 000 milliards de dollars de richesse nouvelle. Donc voilà, 8% de cette richesse est stockée, gérée et à l'abri du fisc dans les paradis fiscaux dans le monde. Donc les chiffres sont absolument astronomiques. Deuxième constat qu'on a été amené à faire, c'est l'extraordinaire intelligence, compétence de tous ces gens qui fabriquent l'évasion fiscale. Parce que l'évasion fiscale, c'est pas l'image d'Épinal de la valise qu'on passe à travers le lac Léman pour aller en Suisse, ça se pratique encore, mais ça c'est la partie visible. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et donc il faut, pour l'évasion fiscale, il faut bien sûr un client, entre guillemets, une entreprise ou un particulier. Il faut une banque, évidemment. Il faut un avocat fiscaliste, un comptable, et puis il faut un paradis fiscal, évidemment. En mettant bout à bout tous ces maillons, avec des avocats fiscalistes extrêmement compétents qui connaissent les fiscalités du monde sur le bout des ongles, et donc qui jouent de la compétition fiscale dans le monde, qui est plus sévère aujourd'hui qu'elle ne l'était encore il y a 5 ans. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. M. Trump vient d'annoncer qu'il va baisser l'impôt société aux États-Unis de 35 à 15%. Voilà, ça, on sait ce que ça va amener. Hein? Voilà un exemple tout récent. Celui qui prétend parler au nom du peuple prend déjà des décisions contraires à l'intérêt du peuple. C'est pas une surprise, mais il l'illustre déjà. Donc, beaucoup d'intelligence, beaucoup de compétences et beaucoup d'assiduité de tous ces gens qui permettent que ces schémas d'optimisation fiscale, c'est comme ça qu'on les appelle, soient proposés aux grands groupes pour diminuer la charge fiscale, ça c'est le terme poli, pour échapper à l'impôt en fait. Voilà pour le deuxième constat. Et le troisième constat qui malheureusement a été illustré régulièrement dans l'actualité, c'est la très grande proximité, pour ne pas dire plus, on peut parler de connivence, parfois de consanguinité, entre certains responsables politiques de très haut niveau et le monde de la finance, qui fut un temps désigné comme l'adversaire sans visage et sans nom, mais si, il y a des visages, il y a des noms, ça existe, une réalité, c'est organisé, et voilà, on constate régulièrement, l'exemple fameux de M. Cahuzac, qui était ministre du Budget en charge de la lutte contre l'évasion fiscale, ben voilà, il a été pris la main dans le sac sur ce sujet. L'exemple récent de M. Juncker, qui aujourd'hui est président de la Commission européenne, qui s'occupe du bonheur des peuples européens et qui, quand il fut Premier ministre au Luxembourg, a fait des cadeaux fiscaux à Ikea, à Amazon, à Starbucks, au Luxembourg, pour attirer les capitaux en offrant des rescrits fiscaux, c'est le terme, des milliards qu'il a pris à ces pays partenaires de l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, M. Juncker préside la Commission européenne, c'est quand même un drôle de message qu'on envoie. Et puis M. Juncker, il a succédé à José Manuel Barroso, vous vous souvenez de lui, qui, une fois qu'il a quitté cette fonction de président, aujourd'hui est recruté par la banque Goldman Sachs, première banque du monde, l'Empire, comme on la désigne. La Goldman Sachs qui a une responsabilité directe dans la crise de 2008, la crise des subprimes de 2008, qu'on est encore en train de payer, qui peut se reproduire demain, avec la Deutsche Bank, avec les banques italiennes qui ne vont pas très bien, etc. Voilà, M. Barroso, aujourd'hui, travaille pour la Goldman Sachs. Donc on peut imaginer que quand il était à la Commission européenne, il était déjà en train de travailler pour Goldman Sachs. Donc voilà, c'est ça cette proximité. Et des exemples fourmillent régulièrement dans l'actualité qui montrent bien qu'on comprend pourquoi ça n'avance pas aussi vite qu'il le faudrait sur ce sujet pour juguler l'évasion fiscale. Voilà.
Donc la connivence, la proximité, on la constate, et c'est l'un des obstacles et c'est l'un des sujets auxquels on doit réfléchir tous ensemble aujourd'hui. Voilà pour les trois constats. Alors un paradis fiscal, qu'est-ce que c'est? Aubenas n'est pas un paradis fiscal, que je sache. Je pense pas. Je dis ça parce que Alain et moi avons vécu des expériences à ce sujet. On s'est rendu en Suisse, on s'est rendu à Jersey, et personne nous dit « nous sommes un paradis fiscal ». Tout le monde nous dit, mais nous ne sommes pas à Jersey par exemple. On a rencontré des élus de Jersey. Jersey, c'est 90 000 habitants, vous voyez où ça se situe, à l'ouest du Cotentin, c'est tout près de nos côtes, les îles anglo-normandes. 25% de la population de Jersey travaille dans l'industrie financière et produit 60% du PIB de l'île. 60%. Ça montre l'ampleur du système. Et donc à Jersey, on nous disait régulièrement, mais monsieur le sénateur, nous ne sommes pas un paradis fiscal. Nous ne sommes pas un paradis fiscal. Nous sommes une place financière offshore internationale. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est plus valorisant. Mais voilà, en Suisse, pareil. En Suisse, on s'est rendu en Suisse le 21 et 22 juin 2012. L'accueil ne fut pas des plus chaleureux de la part de certains de nos amis suisses. On avait notamment sollicité une rencontre avec des parlementaires suisses, membres de la Commission des Finances, pour échanger sur le sujet, et ils ont poliment refusé de nous rencontrer. Voilà. Et je me souviens d'un article dans la presse, je ne sais plus dans quel journal suisse, annonçant notre arrivée. Nous étions 3 sénateurs, il y avait 2 socialistes et puis moi, un communiste. Nous étions désignés sous le terme 3 sénateurs français gestapistes. Je vous jure, c'est le terme qui a été employé et imprimé dans ce journal. Donc c'est vous dire la tension qu'il y avait. C'était un peu tendu, mais à l'époque, la Suisse avait maille à partir avec les États-Unis, qui les prenaient un peu par leur callback en disant vous donnez les noms des Américains qui ont des comptes chez vous, sinon on vous retire votre licence. Ce qui est inimaginable pour une banque de haut niveau comme UBS ou la banque Krell, etc. Donc ils ont lâché les Suisses. Donc ils étaient un peu échaudés par ces sujets et ils ne supportaient pas que des Français viennent donner la leçon, etc. etc. Donc il y a eu la Suisse ne se considère pas non plus comme un paradis fiscal. Mais un paradis fiscal, il y a quand même des critères sur lesquels on peut se mettre d'accord. Le premier critère, évidemment, c'est la fiscalité, qui est faible ou nulle. À Jersey, c'est 0%. Aux Bermudes, c'est 0%. Si les taxis Uber, vous connaissez les taxis Uber, qui fait du business dans le monde entier, qui transfère son argent dans sa holding aux Pays-Bas, et ensuite qui transfère aux Bermudes, c'est le nouveau triangle des Bermudes, pour échapper à l'impôt, parce qu'à la Bermude, il y a 0% d'impôt. Donc c'est ça le montage États-Unis ou monde entier, holding aux Pays-Bas, et ensuite les Bermudes. Donc Uber, c'est un exemple type d'une société qui pratique l'évasion fiscale de manière industrielle. Voilà. Donc voilà, les relations étaient parfois un peu tendues, et c'est un sujet tabou, et voilà. Donc la fiscalité, évidemment, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le secret bancaire, bien sûr. Alors eux, ils appellent ça confidentialité, et nous on appelle ça opacité. On ne sait pas qui détient le compte de quoi, quel est le contenu, etc. Donc secret bancaire absolu. Le troisième critère, c'est un système juridique extrêmement léger, c'est-à-dire qu'on peut créer une société très très facilement en 2 ou 3 jours. Il n'y a pas de dossier très compliqué à remplir, il n'y a pas de délai interminable à attendre pour créer une société. Ça peut se faire en quelques heures ou quelques jours maximum pour une modique somme. On vous crée une société et on vous ouvre un compte en banque pour la gérer dans le territoire de votre choix, aux îles Vierges, etc. Donc ça, c'est le troisième critère. Et puis le quatrième critère, c'est, et là la proximité que j'évoquais tout à l'heure, elle est organisée, elle est assumée au nom de la défense de l'intérêt du territoire en question. Les politiques et les financiers, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. En Suisse, par exemple, les parlementaires ne perçoivent pas d'indemnité. C'est louable. Mais ils sont tous dans les conseils d'administration des grandes banques suisses. Donc ils n'ont pas besoin d'indemnité. Il n'y a même pas besoin de les corrompre, puisqu'ils sont de la maison. Vous voyez ? À Jersey, c'est pareil. Tous les élus sont issus des fonds d'investissement, des gestionnaires de trust, des banques, dans l'entre-soi, on est dans l'entre-gens, on est entre nous et on défend l'intérêt du territoire en question. Donc il y a une espèce de consensus autour de ça. Et il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de débat. Il y a un système unique et tout le monde en profite, nous disent-ils. Donc voilà, les critères essentiels, c'est ça un paradis fiscal. Alors un peu de géographie. 3 grandes zones dans le monde, on va dire. Il y a la zone Caraïbe, tous ces anciens confettis de l'ex-empire britannique, dont beaucoup se sont reconvertis en paradis fiscaux pour capter de l'argent qu'on envoie ensuite à la City de Londres, qui est la première place financière du monde, la City. La plus grande lessiveuse de l'argent sale du monde, c'est la City.
Parce qu'il n'y a pas que l'argent de l'évasion fiscale, hein. L'argent de la drogue, du commerce des armes, de la corruption, de la prostitution, des réfugiés à qui on prend les derniers sous pour les faire traverser la Méditerranée, ça génère des milliards de business. C'est ça, ce monde, il fonctionne comme ça. Donc cet argent-là, il est stocké à l'abri des regards qui seraient un peu suspicieux. Donc la zone Caraïbe, je pense à Haïti, toujours quand j'évoque cette zone-là, parce que Haïti, vous avez vu, ils n'ont pas récupéré encore du tremblement de terre qu'ils ont subi. Ils viennent de prendre un ouragan, là, il y a 2 mois, et on leur a amené des camions de sacs de riz pour éviter qu'ils meurent de faim, et on a vu ces gens se jeter sur les camions pour rattraper un sac de riz. Et puis à quelques encablures d'Haïti, vous avez des petites îles comme les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, les Bahamas, les Bermudes, Saint-Kitts et Nevis, tous ces petits morceaux-là, où il y aurait des milliards pour régler le problème d'Haïti en quelques jours. Voilà. Ben, c'est ça la réalité. Alors les îles Caïmans, je m'arrête un peu aux îles Caïmans, c'est au sud de Cuba, les îles Caïmans, c'est un tout petit territoire, et la capitale c'est Georgetown, et dans cette capitale il y a un immeuble de 5 étages, qui s'appelle Hoagland House, qui abrite le siège de 12 748 entreprises. 5 étages. Alors Obama, en 2008, avant qu'il devienne président des États-Unis, il a dit il y a un immeuble au Caïman qui comporte 5 étages et qui abrite le siège de 12 748 entreprises. Écoutez, soit c'est le plus grand immeuble du monde, soit il y a un problème d'évasion fiscale. Voilà, donc tout le monde a bien compris qu'il s'agissait de la deuxième solution. Donc il y a un tas de groupes américains, parmi les plus grands, Microsoft entre autres, et d'autres, qui ont leur siège au Caïman parce qu'ils bénéficient de la fiscalité des Caïmans, qui est évidemment beaucoup plus clémente que celle des États-Unis. L'impôt société aux États-Unis, je le disais tout à l'heure, il est à 35%. Hein. Nous, c'est 33,3%. On ne le dit pas assez souvent, mais aux États-Unis, c'est 35%. C'est comme ça qu'on comprend qu'un groupe comme Apple, ceux qui font les téléphones, là, qui est une boîte américaine, qui pèse 250 milliards de dollars, hein, sa valorisation boursière, c'est 250 milliards de dollars, c'est plus que le PIB d'un pays comme le Portugal, pour vous dire. Et vous avez vu, au mois d'août, la Commission européenne a exigé que Apple rembourse 13 milliards d'euros d'impôts non payés à la République d'Irlande. Et le gouvernement irlandais, il dit non, on ne veut pas récupérer ces milliards, on n'en veut pas. Ils ont même fait appel de la décision de Bruxelles. On marche sur la tête, hein, parce qu'évidemment c'est en accord avec le gouvernement irlandais de l'époque. Au nom de l'investissement et de l'emploi, on leur fait des tarifs fiscaux extrêmement compétitifs. Donc Apple a installé son siège en Irlande, et effectivement 13 milliards d'euros d'impôts n'ont pas été payés pendant plusieurs années. Et je lisais un article dans un journal irlandais au mois d'août, au moment où l'affaire est venue dans l'actualité, et le journaliste disait, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces 13 milliards d'euros? 13 milliards d'euros, c'est 20% du budget de la République d'Irlande chaque année. Le budget de la République d'Irlande, c'est 64 milliards d'euros à peu près. Donc le seul groupe Apple pèse 20% des recettes du budget de la République d'Irlande. Irlande, c'est 4,5 millions d'habitants. Et bien avec ces 13 milliards d'euros, il donnait 2 exemples. On aurait pu construire 20 hôpitaux à 650 millions. Vous imaginez ce que ça représente. Et ils auraient pu tripler les crédits alloués à la construction de logements sociaux en Irlande. Voilà. Voilà ce que c'est l'effet concret de ce que les grands groupes ne payent pas en impôts, de conséquences pour les peuples. Parce que le peuple irlandais, entre-temps, il a subi une austérité comme il y avait longtemps qu'il n'avait pas subi. On a vu des Irlandais quitter leur pays. On a revu une immigration irlandaise comme à la grande époque de la famine des patates en 1850. Hein. Et parce que Apple et d'autres, parce que Google est à Dublin aussi pour les mêmes raisons. Bref, l'Irlande, c'est 12,5% l'impôt société, 12,5%. Et Apple, quand on a fait les comptes, on se rend compte qu'ils ont payé 0,005% d'impôt. Voilà. Si ça, c'est pas de l'injustice fiscale, je m'y connais pas. Donc voilà concrètement ce que c'est. Donc la zone Caraïbe, qui est une zone importante. Après, il y a la zone Europe, évidemment, qui n'est pas exempte de paradis fiscaux nombreux. On les connaît, le Luxembourg, premier d'entre eux, mais aussi la Belgique. Pas d'ISF, pas de droit à succession en Belgique. Les Pays-Bas, c'est les champions des holdings. Hein, le nombre de holdings aux Pays-Bas est absolument faramineux. La holding Renault-Nissan, par exemple, a son siège aux Pays-Bas. Il y a même des groupes français dans lesquels l'État est actionnaire et parfois même actionnaire majoritaire, qui ont leur siège aux Pays-Bas, ERDF, Areva, par exemple. Hein, ça pose un vrai sujet. Vous avez l'Irlande, bien sûr, vous avez Jersey, la Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne mais qui est au cœur du continent européen, le Liechtenstein, Monaco, Andorre, etc. etc. Donc l'Europe est bien pourvue. Hein. Et puis il y a la zone Asie, Singapour, Hong Kong, Macao, où on est encore moins regardant qu'ailleurs. Vous vous souvenez du compte de Cahuzac qui était fermé en Suisse, on l'a transféré à Singapour.
parce qu'à Singapour, on ne regarde pas trop, et j'en veux pour preuve l'entretien qu'on avait eu à Jersey. On avait rencontré un monsieur qui s'appelle John Harris, qui est un peu le gendarme de la finance à Jersey, un gendarme sympathique, hein, pas très armé, pas très méchant, et il vérifiait quand même la conformité des sociétés qu'on demandait à créer à Jersey. Et je lui ai posé la question de savoir, est-ce que vous êtes arrivé de refuser la création d'un trust, hein, j'explique en 2 mots ce que c'est qu'un trust. Un trust, le mot trust en anglais ça veut dire confiance. Hein. C'est un concept juridique anglo-saxon qui ne donne pas lieu à un acte officiel, un acte écrit, c'est un accord de gré à gré entre 2 personnes. Ça remonte à l'époque des croisades, on m'a dit. Hein, quand les croisés partaient à Jérusalem pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ils confiaient leurs biens à une personne de confiance et qui gérait ça au bénéfice du fils ou de la fille, etc. Donc le château, les bijoux, les terres, voilà. C'était donc, je te fais confiance, je te confie mes biens pendant ma naissance. Voilà, c'est ça le trust. Et Jersey, c'est les champions du monde des trusts. Ils en gèrent des milliers. Et donc ce monsieur nous a répondu, oui, un jour j'ai refusé la création d'un trust parce que les fonds qu'on nous proposait avaient des liens évidents avec la criminalité japonaise. Ah bon? Et donc qu'est-ce que c'est devenu? Ben, ils sont partis à Singapour. Voilà. Et ça s'est réglé comme ça. Donc pas chez nous, ailleurs. Il y a toujours un endroit pour accueillir les fonds bizarres, un peu marqués de choses pas très licites. Donc voilà en gros la géographie des paradis fiscaux dans le monde, la définition des paradis fiscaux et les constats qu'on a fait dans les travaux des commissions d'enquête. Voilà, je passe la parole à Alain pour suivre. Pas de trop long, on va ensuite échanger parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, en ce qui me concerne, je me suis retrouvé sur le sujet du voyage aux paradis fiscaux parce que, une anecdote, en fin 2012, la mise en place de la Commission des Affaires étrangères, il y a une règle, une tradition, il y a des mœurs qui font que sont réparties pour toute la législature des commissions, pas des commissions, des missions d'information de 6 mois, avec toutes les aides possibles et imaginables qu'a rappelé Éric pour les commissions, sans évidemment les auditions assermentées, et des rapports. Et quand il y a eu la répartition des différentes commissions, missions et rapports, entre les différents groupes, ça se fait à la proportionnelle des groupes. Curieusement, le groupe auquel j'appartiens a été oublié. Donc on est à 2, on n'est pas nombreux, on n'est pas assez nombreux, nous, à l'Assemblée nationale. Même si on a la qualité, on n'a pas la quantité. Alors, on s'est retrouvés, à Sancy et moi, sans rapport. Alors je n'ai rien dit, bon, étant ancien de la maison, mais j'ai vu mon président de groupe l'après-midi, j'ai dit, ça commence bien, notre union nouvelle. On vient d'élire le président de la République, et puis nous, on est hors jeu pour les travaux parlementaires. Alors évidemment, il s'est empressé d'appeler au téléphone la présidente de la Commission des Affaires étrangères, qui n'est autre que Elisabeth Huygou, qui évidemment s'est affolée compte tenu du personnage à qui elle avait affaire, en l'occurrence votre serviteur.